Bonjour à tous. Donc, Jimmy Escrich, c'est moi, Arnaud Lafont. Qui d'entre vous, je me répète par rapport à ce matin, a déjà fait du GraphQL? Qui d'entre vous a utilisé le bundle Overblog? Ok. Donc, pour commencer, ceci n'est pas un talk sur GraphQL. Je préfère vous tenir au courant. Je vais commencer par l'histoire du bundle d'Overblog. Pardon, l'histoire d'Halluciné. Donc, on avait une API qui était très vieillissante, qui avait des problèmes de connexion, de timeout, etc. En .NET MS SQL. Il a fallu qu'on réfléchisse à une refonte complète de notre API. On était au passage en train de faire notre refonte de 3W, qui sont les pages d'Halluciné en Symfony. En cours, à ce moment-là, on était en train de refondre notre base de données en Postgre. Et sur le plateau, comme vous le savez ou pas, Overblog fait partie de Webedia, Halluciné aussi. Donc chez Overblog, ils jouaient déjà avec GraphQL. Et sachant que c'était une technologie de quelqu'un qui s'appelle Facebook, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et en plus, on annonçait aussi la refonte de l'API mobile, qui pouvait aussi utiliser notre nouvelle API GraphQL. Donc on a 20 devs en mode agile sur 3-4 chantiers en parallèle, ce qui est pas mal. Donc, GraphQL, je vous fais quand même un talk sur GraphQL. C'était développé à l'époque sous HHVM par Facebook, dans un souci de rendre le projet open source et puis disponible pour tout le monde. Ça a été porté en Node.js. Pourquoi Node.js? Parce que c'est la communauté qui était la plus active par rapport au PHP. Et puis, Node.js proposait tout l'asynchrone de manière native. Donc ils sont partis sur cette technique-là. Ils ont mis en place des specs de typage fort, très cadrés pour pouvoir embarquer le GraphQL. Et la force de GraphQL, c'est qu'on demande un champ, on nous retourne des données sur ce qu'on a demandé, et de manière complètement indépendante les unes des autres pour les fields qu'on a demandés. Donc là, je ne vais pas taper. Je déclare une query movieList qui va prendre en paramètre une variable genre, qui est un tableau de genre, qui est déclaré dans notre schéma. Et je déclare une variable, showcast, qui est un booléen, qui va me permettre d'afficher ou non les castings de ma query. Donc là, je demande les movieList. Je lui passe notre filtre de genre, qui prend la variable genre. C'est un relais connexion, donc une pagination de movie. Sur chaque movie, je vais demander le title. Je vais redéclarer le synopsis comme étant le content. Je vais demander la version longue. Ensuite, je vais demander le casting et je vais l'afficher seulement si mon showcast est à true. Le showcast est lui-même un relais connexion, donc une pagination de casting. Plutôt que de demander directement les champs, je vais déclarer un fragment, donc un bloc qui va pouvoir être réutilisé dans différentes queries, qui est de type member, cast member, merci. À l'intérieur, je vais demander les acteurs, et pour chaque acteur, je vais demander le first name et le last name. Donc là, la query ne fonctionne pas parce que je n'ai pas déclaré les variables. Les variables, c'est du JSON. Donc on a la query graph en GraphQL et les variables en JSON. Donc c'est un tableau d'action pour les genres, un tableau de genre pour les genres, donc je vais demander une action, et je vais demander d'afficher le casting. Donc là, je ne l'affiche plus. Et enfin, ce qu'il y a de bien avec GraphQL, c'est qu'on peut
lui passer directement un genre et il va automatiquement savoir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir le tableau en entier. Et si je ne mets pas de genre, la query va quand même fonctionner. C'est GraphQL qui va résoudre le fait qu'il n'y a pas besoin de variables. Parlons un peu d'Overblog. Donc Overblog a créé il y a 2 ans le GraphQL PHP Generator dans un souci de refondre le back-office des blogs grâce à GraphQL par rapport au système asynchrone. Donc il est fait à partir de WebOnix. Il va permettre de générer, grâce à de la configuration PHP, des fichiers en cache qui seront compréhensibles par WebOnix. Donc il n'y a pas de magie là-dedans, c'est que de la configuration en PHP. Ça nous permet d'être complètement décorrélés des modifications qui peuvent être faites par rapport à la spec JS et à GraphQL.js et donc à WebOnix. Donc le gros avantage, c'est que on n'a pas besoin de modifier la configuration PHP, on a juste besoin de faire évoluer le générateur pour prendre en compte les dernières modifications pour qu'on soit ISO par rapport à WebOnix. Et donc c'est à partir de là, lorsque GraphQL a mis en place le système de contexte, que Overblog s'est rendu compte que c'était vachement intéressant de pouvoir avoir le générateur. Et ils se sont dit pourquoi pas le mettre en tant que bundle pour avoir une surcouche de configuration en YML. Donc ici, 2 parties de code. En haut, il y a la déclaration avec le bundle d'Overblog. Et à droite, la déclaration avec WebOnix. Et donc la déclaration avec WebOnix, c'est ce qui a été généré par le bundle, pas le bundle, le générateur GraphQL. Donc vous pouvez voir, ici qu'on n'a pas eu besoin de déclarer les résolveurs, puisqu'on n'avait pas envie d'utiliser de résolveurs pour pouvoir résoudre les ID et les names. Et derrière, il y a eu une génération du code pour que WebOnix puisse le comprendre. Le bundle d'Overblog, qui utilise du coup le générateur, permet de pouvoir rajouter des couches supplémentaires qui ne sont pas natives chez GraphQL, chez WebOnix. Donc le système d'ACL, pour la visibilité et les accès des champs, et de tous les champs, des paramètres. Il propose aussi une offuscation de production, en mode production, des erreurs qui sont retournées par WebOnix. On peut aussi pouvoir mettre la compatibilité avec le système de promesses qui a été développé après coup en accord avec la refonte d'Halluciné. Et ce qui permet aussi de pouvoir être, encore une fois, décorrélé des versions JS et de rester toujours en version stable par rapport à la version JS. Maintenant, Overblog est devenu un des contributeurs majeurs de WebOnix. Ils sont toujours en discussion pour pouvoir permettre d'évoluer aussi la librairie WebOnix. Il y a eu un découplage de GraphQL que vous avez vu tout à l'heure, l'outil des développeurs, en bundle séparé, pour qu'on puisse l'utiliser avec WebOnix seulement. Et dans le futur, très proche, il est prévu de sortir complètement de la dépendance avec Symfony, pour pouvoir proposer une librairie GraphQL contenant les surcouches d'ACL, sans avoir de dépendance avec Symfony Framework. Dans le bundle, vous avez l'analyseur de complexité. On en a entendu parler ce matin par rapport au fait que quelqu'un qui était mal intentionné pouvait demander une query extrêmement grande. L'analyseur de complexité va pouvoir bloquer les queries qui sont trop complexes et retourner une erreur pour éviter de faire tomber le serveur.
Et Allociné proposera très prochainement un graphe client en PHP qui permettra de générer les queries GQL en cache, en intégrant les fragments quand ils sont appelés, de pouvoir proposer un système de query asynchrone avec les promesses comme on l'a utilisé dans notre API, et ça vous le verrez après. Et on peut dire, j'en vois certains qui font la tête, on peut dire que le graphe client sera un query builder pour les requêtes GraphQL. Et tout ça proposé par Allociné. Non, c'est bon, mais il me faut la télécommande. Bien, bonjour. Moi, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet du coup du projet GraphQL donc, chez Allociné. Au début du projet, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on part bille en tête et on commence directement à implémenter. On a sur le plateau en fait Overblog avec sa librairie. Est-ce qu'on part directement? Et en fait, on s'est dit non. On ne va pas prendre parti pour Webonix. On va faire un benchmark en fait entre les deux librairies PHP qui existent pour GraphQL. Donc, ce qui les différencie en fait, Webonix et Yoshido, c'est que Webonix est un portage quasiment à la ligne près, à la variable près de l'implémentation Node.js. Et Yoshido, c'est une implémentation from scratch qui suit la spec de Facebook. Et on est donc parti sur 2 mois de POC, de benchmark. On a développé, on était donc 2 développeurs au départ, 2 micro-kernels qui utilisent chacun la librairie soit Webonix, soit Yoshido. Et on envisage aussi tout un tas de choses, comme l'utilisation d'avoir plusieurs back-ends. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va exécuter les requêtes de manière directe? Est-ce qu'on va faire de l'asynchrone? Est-ce qu'on va faire du fork PCNTL? Est-ce qu'on va utiliser le composant process de Symfony? On ne sait pas trop, on ne veut pas choisir, on veut faire un bench. Donc on a pris le temps de le faire. On n'utilise pas le bundle d'OB pour Webonix, on n'utilise vraiment que Webonix parce qu'on ne veut pas d'overhead et puis on veut vraiment les tester et les mesurer donc en termes de CPU, de RAM, de performance, etc. Au final, à l'issue de ce bench, on a des perfs entre les deux librairies qui sont plus ou moins équivalentes. On trouve qu'en termes de framework, d'utilisation en fait, de la librairie, on trouve que Yoshido est un peu plus sexy. Et après, par contre, on a aussi comparé tout ce qui était communauté, etc. Et c'est vrai que Webonix est un peu plus, je ne vais pas dire actif, mais c'est plus facile pour eux, dès qu'il y a une modification dans l'implémentation Node.js, du coup de la reproduire sur l'implémentation PHP, parce qu'il suffit de regarder le diff et puis quasiment de faire du copier-coller, de retranscrire du JS en PHP. En termes d'implémentation, les deux se valent. Quand je parle vraiment que de la lib, les deux se valent, elles sont faciles d'utilisation. Donc voilà. Une autre remarque aussi qu'on se fait, c'est qu'on a une implémentation de relais qui n'est pas tout à fait native encore à cette époque, donc il y a 18 mois, et qu'il va falloir donc travailler dessus. On a donc quelque chose en fait à la fin qui... donc on choisit Webonix, vous avez compris. On a un composer.json qui a cette tête-là, et en conclusion, on se dit qu'il va falloir faire évoluer un peu le bundle d'Overblog pour notamment tout ce qui est pagination et donc relais, etc. Qu'on va avoir besoin de développer, enfin d'intégrer un système de promesses pour pallier à des problématiques de performance, de charge, etc. Et aussi de cache. Et on met de côté tout ce qui est fork, PCNTL, etc. On se dit on va d'abord voir ce qui se passe avec ce fameux système de promesses. Et puis on a un cache Redis en fait, qu'on a déjà mis en place pour le benchmark, mais qu'on va faire évoluer. Et on sait très bien que sans cache, de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose, puisque, on l'a pas redit, mais GraphQL, c'est du post. On peut faire du get aussi, mais c'est du post. C'est compliqué de mettre en cache des requêtes post, même si c'est possible. C'est quelque chose aussi qu'on a regardé. Il y a des extensions pour Varnish, etc., qui le font. Mais du coup, on ne veut pas regarder ce côté-là. On veut d'abord voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de perf native. Donc il y a des choses à améliorer. Et d'un point de vue projet aussi, on se dit que au final, Graph, c'est super chouette. Ça se prête bien à nos entités cinéma, à l'univers en fait d'Allociné. Et puis aussi dans le contexte d'un projet qui est, vous l'avez compris avec ce que disait Jimmy tout à l'heure, on est en perpétuelle évolution, on fait des refactos, on a plusieurs projets en parallèle, on change la DB, on change le front, etc. Donc on se dit que c'est plutôt pas mal.
Je vais vous parler maintenant de notre stack de dev, qui est relativement simple en fait. Dès le départ pour le bench, on est déjà sur une stack Docker, Compose, etc. On a la double stack Apache Nginx pour la partie serveur web. Là, on peut choisir ce qu'on veut. En fait, ça dépend du dev. Et puis, on a du PHP FPM pour PHP. On ne choisit pas Doctrine. On ne veut pas d'ORM, on ne veut pas de Doctrine. Et surtout, en fait, c'est peut-être un gros raccourci, mais c'est GraphQL qui va être l'agrégateur en fait de tous nos systèmes de données, enfin de tous nos backends de données. Donc c'est finalement un peu GraphQL qui va orchestrer tout ça. Pour la connexion à Postgres, on est sur du PDO, on a du Redis, du Elasticsearch, on a un Symfony 3.4, on n'a pas encore migré vers la 4, mais c'est un petit problème enfin, on a une architecture un peu custom d'organisation de nos fichiers, etc. Mais on n'a plus de deprecated ou ce genre de choses dans la 3.4. Et en termes d'intégration continue, on est sur du PHP Unit, Jenkins, etc. Un petit outil qu'on a mis en place, parce qu'on s'est vite rendu compte que les perfs allaient être vraiment un peu le nœud de la guerre. On a développé un profileur en fait, pour Symfony, qui est tout bête. Donc typiquement pour une requête de ce type-là, en fait, où on va aller chercher le film qu'a l'identifiant 1, ben on a une toolbar et un profileur en fait, qui permet de voir les performances pour cette requête donnée. Donc là, ce qu'on voit en fait en haut, on a l'appel au backend, donc quand on a une requête select sur le backend de type SQL, donc c'est Postgres en l'occurrence, qu'elle n'est pas mise en cache, etc. Et puis on a un appel à data loader, on le voit, donc c'est un type data loader, ça c'est un préfixe, puisqu'après il faut qu'on mette tout ça en cache, donc on a des préfixes uniques en fonction des entités, avec un paramètre en fait qui est 1, c'est l'identifiant qu'on a cherché. Et donc si je réexécute cette deuxième requête, là ce qu'on voit en fait c'est que on a tout le bar qui est passé en vert, etc. C'est chouette. On n'a plus d'appel au backend SQL et on voit que data loader a été appelé aussi une fois, mais par contre lui maintenant il a bénéficié du cache de l'appel précédent. C'est intéressant sur des grosses requêtes aussi pour débugger ce qui se passe derrière. Typiquement ici là on va chercher une liste de séances pour le film Deadpool 2 sur un cinéma donné avec les deux premiers acteurs et leur rôle dans le film. Ce qu'on voit là maintenant, c'est qu'au niveau profileur, donc ce qui était en haut tout à l'heure, c'est l'appel au backend. Là, c'est plus un backend SQL en fait, c'est un backend Elasticsearch. Et donc on fait deux requêtes. On fait une première requête dans un index qui gère les séances de cinéma, et puis un autre qui est en bas là et qui permet d'aller récupérer le casting pour ce film-là. Je vais l'expliquer après, mais grosso modo, ces deux appels-là en fait, sont faits pour envoyer des identifiants. En fait. Des identifiants de showtime, de séance, des identifiants de film, et puis des identifiants de personnes. Et on le voit aussi au niveau data loader. Donc là, on voit qu'on a 4 requêtes, on a 4 data loaders différents, un pour le film, un pour le casting, et deux appels pour les personnes. Et là, j'ai pris la capture d'écran après avoir fait plusieurs appels, donc on est tout en cache. Et en fait, ça m'a permis de basculer sur un des sujets, on va dire, les plus techniques du projet. Ça a été justement la mise en place d'un système de promesses et la gestion du cache qui va avec. Et donc, pourquoi on a fait ça, en fait? Je vais l'illustrer par plusieurs problématiques. La première, c'est une problématique toute simple, c'est le cache d'une entité. Exemple ici, on fait une requête sur un film. Donc là, c'est très simple. C'est un bête select. C'est facile à mettre en cache. On peut le mettre dans Redis. On a un ID, on a une clé, etc. Deuxième problématique, des listes, on va dire simples. Genre, je prends les 10 premiers films de ma table. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre en cache le résultat de la requête des 10 films d'un seul coup. Je vais boucler sur mes 10 films, je vais les mettre unitairement dans le cache, etc. Je ne sais pas trop quoi faire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait si par exemple on fait la même requête, mais sauf que là, on se met à l'offset 5 en termes de cache, qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur la première requête, on est allé du film 1 à 10, et là, on va aller du film 6 à 15. Donc, on a déjà récupéré 5 films dans la première requête. Donc, ce serait dommage encore de refaire la requête à ce niveau-là. Même problématique un peu similaire, on fait une liste de films et on va récupérer le casting, et puis avec les personnes du casting, on peut éventuellement avoir des filtres ou ce genre de choses.
Qu'est-ce qu'on fait là aussi en termes de cache? Si par exemple je récupère 10 films et que sur ces 10 films, il y a des castings dans lesquels il y a des acteurs qui sont en commun en fait. Et donc c'est là en fait où intervient notre solution avec DataLoader, le système de promesses. C'est pas venu par hasard, hein, c'est à force de parler des problématiques sur le plateau que en fait chez Overblog ils ont aussi fait, en plus du bundle pour WebOnix, une implémentation de DataLoader, donc qui vient du monde de Node.js, pour PHP. Donc là pareil, c'est une implémentation, ils ne sont pas trop embêtés, on prend l'implémentation JS et puis elle est retranscrite en PHP. Du coup, on décide de mettre en place un data loader par entité, donc nos entités, un film, une saison de série, etc., voire même par besoin fonctionnel. On peut très bien faire un data loader qui est responsable de charger juste des listes, qui ensuite délègue à d'autres data loaders, etc., etc. Grosso modo, comment ça fonctionne un data loader? Bah, ça fait le back sur un back-end de données, ça gère le cache, etc. Enfin, c'est ça en tout cas qu'on veut mettre en place. Je l'ai dit tout à l'heure, le ou les data loaders retournent des ID. Une data loader gère un système de promesses, c'est-à-dire je vais retourner ce qu'on me demande pour un ID ou plusieurs ID donnés. Et ensuite, une fois qu'on a construit cet arbre de promesses, qu'est-ce qu'on fait? On dépile le cache pour chaque ID. On fait une requête pour les ID manquants, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une requête par ID manquant. Et puis on gère le cache, etc. En termes de code, comment ça se passe en fait? Ça, c'est le data loader de base d'Overblog. Qu'est-ce qu'on voit en fait qu'il prend en constructeur? Il prend un callable en fait, qui va être responsable d'aller chercher les données sur notre backend. Donc, c'est pas compliqué. Un deuxième paramètre qui est un promise adaptateur interface. Et grosso modo, c'est là on se dit aussi on pourrait très bien avoir plusieurs types d'adaptateurs. Il y a plusieurs implémentations de promesses en PHP qui existent, donc on ne veut pas forcément fermer la porte. Et puis ensuite, des options, et on voit que les options, en fait, c'est un objet qui permet notamment de gérer tout ce qui va être cache, etc. etc. Comment ça fonctionne, Data Loader? Alors, c'est un peu petit, peut-être, mais il y a une méthode clé, en fait, qui s'appelle, c'est la méthode load. Elle prend en paramètre une clé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord aller voir si la promesse que va faire ce data loader, elle est déjà présente en cache ou non. Donc c'est ce qu'on voit en haut. Si elle n'est pas présente, en fait, on va la créer. C'est ce qui est un petit peu plus bas là, promise adapter create. Donc on va créer cette promesse. On la met dans une queue. Et ensuite, on va choisir, selon la configuration du data loader, de soit batcher les promesses, c'est-à-dire les exécuter de manière batchée, ou de l'exécuter directement à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs clés? On fait plusieurs appels à load, d'après vous? Ou pas? Non, en fait, on ne fait pas plusieurs appels à load. On va créer plusieurs promesses qui vont prendre un callback en constructeur et qui vont faire des appels à la fonction load qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est la fonction load_many, elle prend plusieurs clés, et en fait, elle va appeler load, mais avec une promesse. Et ce qui est retourné, c'est une promesse aussi. En termes de cache, je disais qu'on avait implémenté donc Redis, mais en fait, on a fait une surcouche du data loader qu'on a vu tout à l'heure, sauf que lui, il prend deux choses en plus en paramètres. Il prend un cache item pool interface, donc c'est Redis. Il prend un logger aussi, parce qu'on en a besoin justement pour faire le profiling, etc. Donc voilà. Et là, on réécrit la fonction load, qui prend toujours une clé. Ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si on a cette promesse dans le cache. Si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction load parent. Je rappelle, ça ne nous retourne toujours pas un résultat, ça ne nous renvoie qu'une promesse. Et on va faire un zen dessus pour dire, une fois que j'aurai exécuté et résolu cette promesse, ben, je mettrai le résultat en cache. Et si jamais, c'est le dernier cas qui est en bas, on a déjà cette promesse en cache, qu'est-ce qu'on fait? On ne retourne toujours pas le résultat, on retourne une promesse qui est dit fulfilled, ça veut dire que elle a déjà été le contrat est déjà rempli en fait, quoi. Dernière implémentation, du coup, on rajoute encore une couche, c'est notre générique data loader, et là lui, il va prendre deux choses en plus. Il va prendre un dernier callable qui s'appelle mapFunction et une string qui a un préfixe de cache en fait, puisque du coup
on l'a vu tout à l'heure dans le profiler, on veut avoir des caches avec des clés qui sont uniques, forcément, selon les entités. Donc on construit une sorte de hash qui est constituée des paramètres qui sont passés, parce que la clé, ça peut être aussi un tableau. Lorsqu'on fait des data loaders de liste, ben, du coup, la liste, elle prend des filtres ou ce genre de choses en entrée. Et à ce moment-là, on a besoin donc, de générer une clé de cache. Et on va redéfinir du coup le data loader qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on a vu sur le slide précédent, la fonction qui va être responsable d'aller chercher les données. Ben, ça là, on en crée encore, on en crée un callable et on va lui dire crée-moi plusieurs promesses. Et on voit le call user_func en bas avec cette fonction-là et passe-lui ses identifiants. Donc j'illustrerai après en fait, comment on utilise ça. Donc on revient un peu sur la query qu'a fait Jimmy tout à l'heure. On a cette fameuse query movie list que j'ai simplifiée, là je prends juste les titres et les genres, auxquels je passe deux genres. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça c'est la définition YAML du type movie list. On voit qu'il prend des arguments qui sont genre et production year par exemple. Et ce type movie list, enfin ce field, parce qu'en fait les requêtes dans Graph sont des fields d'un type parent qui s'appelle query. Et ce field movie list, il est résolu par movie list. Et movie list c'est quoi? En fait c'est l'alias d'un service de type overblog GraphQL resolver, enfin qui est tagué de cette façon-là. Et on va appeler donc ce movie resolver, on va appeler la méthode resolve_list qui est en bas. Et on voit en fait qu'en paramètre, en argument, ce service, il prend l'index des movies, un service qui est comment dire, responsable de gérer l'index des movies, et un data loader qui est responsable de charger des movies. Donc voilà. Notre classe, donc movie resolver, elle est relativement simple, et en fait quasiment toutes les classes, tous les resolvers qu'on implémente, quand on rajoute des nouvelles entités ou ce genre de choses, ça revient à faire ça en fait. On fait quasiment que ça. Après ça peut être un peu plus compliqué. Là on fait pas une requête, on fait pas un select dans la table des films, on va faire une requête Elasticsearch, donc en fonction des arguments qu'on a récupérés, on va construire cette requête. Qu'est-ce qu'on voit? Alors il y a une autre couche qu'on a rajoutée aussi, on a appelé ça un paginator. C'est quelque chose en fait qui permet pour donc relais en fait en graphe, c'est ce qui te permet de faire des listes et d'avancer dans ces listes de manière infinie. C'est ce qui se passe quand on charge sur Facebook les commentaires, etc. Et donc lui, on pourrait presque l'oublier pour l'exemple, mais on va lui passer un collab, et à l'intérieur de ce collab, qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher en fait les ID de movies qui nous intéressent dans Elasticsearch, et on va les passer au data loader. En fait, on le voit en dessous, on va retourner le résultat de load many, et en paramètre, en fait, il prend les ID. Là. Tout ça, c'est un peu de helper qui nous permet de retourner des ID. Et ce qui est retourné, bah, c'est une promesse. On n'a toujours pas fait, on n'a toujours rien exécuté à ce moment-là. Voilà, on est au niveau des promesses. Tac, bon, c'est le résultat. Je vais essayer de l'illustrer avec un schéma parce que c'est pas forcément compréhensible, cette histoire de data loader qui s'imbrique, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? Au départ, on reçoit donc notre requête graph. Elle est parsée par WebOnix et par la partie bridge overblog. C'est envoyé au resolver. Tout ça, c'est encore inclus il faut imaginer que tout le carré qui va être en haut là, en fait, est dans une promesse. Là, je dis que je fais un appel Elasticsearch. Je rappelle, l'appel n'a pas été fait réellement. On construit donc des promesses avec data loader. On gère un cache de promesses. Donc, si elle n'existe pas, on va la créer. Si elle existe, on va la récupérer. Et on renvoie ça au resolver. Et une fois que tous nos resolvers en fait, qu'on est passé sur l'ensemble de nos resolvers, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter, c'est la dernière étape avant de retourner le résultat, on va exécuter toutes ces promesses. Pour une promesse qui est dite fulfilled, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va juste chercher cette promesse dans le cache Redis. Et si on a une promesse qui n'est pas fulfilled, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un call user_func sur le callable avec un IDs. Et ce callable, en fait, c'est le service que j'ai vu tout à l'heure. Donc, grosso modo, on a notre repository, on fait un find avec les IDs. On le met en cache, quand même, parce qu'une promesse pourrait être à plusieurs endroits dans notre arbre de promesses. Donc, on le met en cache.
et puis on return du JSON. Alors on peut se dire pourquoi, à quoi ça sert de faire ce genre de choses. Un exemple relativement simple, mais qui est qu'on peut retrouver, qui en tout cas illustre ce qui va se passer derrière, c'est que dans Graph, on peut faire des alias. Donc là, j'ai deux alias, l'alias A et l'alias B. Ils appellent tous les deux movie list, sauf qu'il y en a un qui appelle le genre thriller adventure et l'autre qui appelle drama adventure. Et du coup, on va déclencher plusieurs requêtes AES et on va avoir un résultat qui est de ce type-là. Et grâce au système de data loader, en fait, là on voit en fait qu'on a deux fois le même film, on a deux fois le facteur sonne toujours deux fois. Et justement, grâce à data loader, etc., on aura deux requêtes Elasticsearch, mais on n'aura qu'une seule stack de promesses. Et grâce au cache, etc., on n'aura pas d'appel au back-end. Et surtout, on aura été chercher notre film. Et si j'avais demandé d'autres informations dessus, on aurait été le chercher qu'une fois. Je vais parler maintenant un peu de sécurité et d'ACL. Alors, en termes de nos requêtes graph, elles sont stateless. En termes d'authentification, on a choisi un token JWT. Je vais le montrer après à quoi ça ressemble. On gère l'expiration de ces tokens en base de données parce qu'un token JWT, dans son payload, il y a une date d'expiration. Mais on ne peut pas s'en servir juste pour vérifier si le token est valide ou pas, ou si on a envie de l'invalider pour empêcher quelqu'un qui est en train d'abuser de l'API, on ne peut pas le faire. Donc tout ça, c'est en base de données, c'est géré dans un cache, et ça ressemble à ça. Donc là, j'ai décodé un token. On voit quelque chose aussi qu'on a rajouté en plus et qui nous permet de gérer les ACL de manière assez rapide. C'est qu'on voit que dans le payload, en fait, on a un application name qui est 3W. Et cet application name, il nous permet en fait de gérer plusieurs schémas. On a vu que dans Graph, on a des schémas. Et là, on voit que, bon là, il n'y en a qu'un schéma à chaque fois pour chaque application, on a du 1-1, mais ça nous permet de faire ce genre de choses. Ça nous permet, enfin, en termes d'ACL, on a aussi quelque chose qui nous permet, en YAML, de gérer une surcharge de la visibilité d'accès aux différents champs. Et ça, comment ça fonctionne? Alors bon, ça c'est l'exemple en fait d'un schéma qui est restreint pour un client B2B. Où, en fait, eux, ils n'ont que ces trois requêtes, enfin, ils n'ont que ces trois queries possibles. Comment ça fonctionne en fait la gestion des ACL et la visibilité des champs. Alors je rappelle que les champs, ça peut être aussi des queries, puisque les movie lists par exemple, c'est le champ du type query de base. Mais grosso modo, typiquement pour les stats sur les films, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément montrer parce que c'est des stats qui sont pour nous, qui sont pas publiques. Enfin voilà, ça a une valeur pour nous. On a MovieStat qui est en fait un champ de notre film. MovieStat c'est aussi un objet qui lui-même a StatMetrics. Et StatMetrics c'est quoi? C'est aussi un objet, c'est aussi un type graph. Et ce type graph, en fait, on a deux propriétés de points de configuration, en fait, qui vont nous permettre, via des services et de l'expression language, etc., de passer un certain nombre de choses à ces services. Donc c'est le contexte de la query. On voit info.parenttype.name, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre de, derrière, dans ce service, d'aller checker les choses telles qu'on le souhaite. Je vais juste parler de ce qui, puis après on va passer à une petite séance de questions, de ce qui reste grosso modo à faire. Il faut savoir que pour le moment on n'a fait que de la lecture. Jusqu'à présent, en 18 mois, on a fait quasiment que des requêtes de lecture. On a quelques requêtes de mutation, donc c'est pour écrire dans l'API Graph, mais il y a encore pas mal de mutations à faire. On veut basculer aussi sur, en tout cas je parlais d'ORM tout à l'heure, il y a une alternative à nos fameuses ORM Doctrine et compagnie, qui est POM en tout cas, qui permet de dialoguer avec un backend Postgres. C'est pas un ORM, c'est quelque chose qui permet plus facilement d'accéder à un backend Postgres. Je vous invite à aller regarder, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de PHP FPM. On met en place un système de broker de messages pour faire tout un tas de traitements type des statistiques ou ce genre de choses, du monitoring. Donc on a ça à mettre en place, à continuer à mettre en place. Pourquoi PHP FPM? C'est que lui permet en fait de faire quelque chose après avoir retourné le résultat. Et on ne veut pas d'overhead sur tout ce qui est statistique, monitoring, etc. On renvoie le résultat au client et derrière on peut encore faire des choses en PHP. On a la migration en SF4.
Et puis peut-être un jour ouvrir l'API au public. C'était une idée de base à la base. Donc voilà. Quelques liens et puis on peut passer aux questions si vous voulez. La dernière. Ouais, Merci Arnaud, merci. Des questions? C'était trop compliqué ou? C'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions? C'est les promesses, ça. Tout était clair. C'est la fin de journée. Ouais. Oui. Ah, une question en bas. Bonjour, aidez-vous. Merci pour la con, c'était sympa. Surtout au niveau du retour d'expérience, est-ce que, de votre avis, dans quel cas vous recommanderiez GraphQL? Personnellement, c'est perso, hein, peut-être que Jimmy dira autre chose après, mais Graph, on le voit quand on utilise GraphQL en fait. C'est que l'API elle est complètement auto-documentée et on crée une API en fait qui est proche du besoin fonctionnel final. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a besoin, c'est répondre à un besoin fonctionnel, quelque chose qui soit simple d'utilisation. Donc voilà, dès lors qu'on est dans ce genre de cas et que on a tout un tas de liaisons entre des entités qu'on veut exposer, c'est plutôt sympa, quoi. Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez du feedback positif ou négatif de vos développeurs front et qu'est-ce qu'ils utilisent pour consommer l'API GraphQL en JS, dans les applis mobiles, etc. Alors moi je ne la consomme pas l'API, donc c'est Jimmy qui la consomme. Alors, j'ai développé le graph client PHP pour Allociné, puisqu'il n'y en avait pas, qui nous permettent de générer les queries. Et ils ont la possibilité de créer leur propre query. On leur a donné accès au staging de graph pour qu'ils puissent aussi générer leurs queries et leurs fragments. Au niveau retour d'expérience, ils ont trouvé ça un peu compliqué au départ. La mise en place, c'était un peu pour une nouvelle techno. Ils n'avaient jamais utilisé graph. Et au final, c'est bienvenu. Et au niveau de la rapidité des récupérations des données, ils sont plutôt très contents. On a le B2B qui, par contre, eux, sont full JS, qui ont leur propre API Graph en JS et qui utilisent Graph tout le temps. Et ils en sont très contents. Et il ne ferait pas d'API REST rien que pour le fait que c'est vraiment génial de travailler avec Graph au niveau retour d'expérience. Ok, merci. On a encore le temps pour une question. Alors juste pour information, je représente le CTO d'Overblog, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, Jérémia Valéry, et donc j'ai présenté le bundle d'Overblog pour lui. Voilà. Bon, eh bien, merci. On se retrouve dans 5 minutes avec Thomas Siffert.